Bienvenue chez Malo, avec Jeanne Conctil et ses invités. Bonjour à vous tous, merci d'être présents en aussi grand nombre encore cette fois-ci pour ce nouvel épisode de Bienvenue chez Malo. Aujourd'hui, j'avais le goût de recevoir des gens que j'aime bien, des invités qui travaillent dans le domaine du loisir. Lorsqu'on fréquente leur entreprise ou qu'on assiste à un de leurs événements, c'est festif, c'est férié, c'est un moment de détente. On se paye ça en couple, entre amis, en famille, mais c'est toujours synonyme de bonheur. Et on va se le dire, on les trouve donc chanceux de travailler dans leur domaine, d'avoir une entreprise de loisirs. Je dirais plutôt qu'on les trouvait chanceux parce que depuis le confinement, c'est loin d'être un avantage de travailler dans le monde, soit du spectacle, de la diffusion de films. Alors, sans plus tarder, je les reçois parce que j'avais le goût de discuter avec eux de ce qu'ils faisaient avant le confinement, ce qu'ils font présentement et ce qui arrivera selon leurs projections après. Alors, je les admets immédiatement à cette belle rencontre. Ils ont accepté avec générosité d'y participer. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super bien. De votre côté? Oui, bonjour, ça va bien? Oui, alors bonjour. Ça va très bien. En fait, je vous ai présenté d'entrée de jeu, vous n'avez pas entendu l'introduction, mais en disant que lorsqu'on fréquente soit l'entreprise de Karen ou qu'on assiste à un événement de Francis, c'est toujours festif. C'est férié, c'est un moment de détente, on en profite entre amis, en famille, en couple, mais on vous trouve donc chanceux de travailler dans le domaine du divertissement et des loisirs. En fait, on vous trouvait chanceux, c'était avant le confinement. Et sans plus tarder, je veux vous présenter, on va commencer par la dame et on va tout de suite, d'entrée de jeu, dire qu'on va se tutoyer parce qu'on se connaît. C'est pas la première fois qu'on se parle. D'abord, Karen Hanson. On entend peu votre nom de famille. On entend souvent parler de la famille Urtubise, mais derrière une grande famille, il y a une grande dame, c'est Karen Hanson, qui est copropriétaire de la Maison du cinéma de Sherbrooke et également copropriétaire du cinéma Lido de Rimouski. Vous en avez fait l'acquisition l'été dernier, à l'été 2020. Oui, il y a quelques mois, oui. Mais ce que les gens savent très peu dans votre cas, c'est que bien avant d'être propriétaire de salle, vous aviez une compagnie, vous la possédez encore, qui assure la distribution des films dans à peu près tous les cinémas et cinéparcs indépendants au Québec. Oui, on a une agence de programmation qui s'appelle Service de programmation d'Haineux, comme Denis Urtubise, qui a maintenant 26 ans. Alors, ça fait 26 ans qu'on fait la programmation des films pour les cinémas indépendants au Québec et les cinéparcs de l'Abitibi à la Gaspésie. On a quelques clients au Nouveau-Brunswick également. Et puis, nous, on a le rôle d'être l'intermédiaire entre le propriétaire de cinéma et le distributeur de films. Alors, nous, on négocie avec eux et on planifie avec nos clients, les cinémas. On planifie la programmation, les films qui prendront l'affiche, qui quitteront l'affiche et on négocie avec le distributeur les différents contrats, les ententes, les prix, les termes, combien ça va coûter. Combien de temps on est obligé de garder le film à l'affiche. Alors, c'est une négociation. C'est une entreprise qui est peu connue du grand public, mais dont vous assurez en fait la copropriété avec votre conjoint Denis Urtubise, Alexandre Urtubise, la relève, le fils, qui est là depuis quand même un bon moment. Et un jour, il y a quand même quelques années, déjà le temps passe vite, mais comme vous connaissez énormément le marché, vous avez décidé de vous offrir le plus gros et le plus beau cinéma indépendant au Québec, c'est-à-dire la Maison du cinéma de Sherbrooke. Absolument. Nous faisions la programmation du cinéma, la Maison du cinéma, avec M. Jacques Foisy depuis 12 ans.
Et M. Foisy a commencé à parler avec Denis de l'avenir, de son avenir à lui et de l'avenir de la Maison du cinéma. Puis il nous a fait part de son désir de peut-être vendre la Maison du cinéma. Alors, on était très contents. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sot. Effectivement. On connaissait le... Je dois dire que 2 ans auparavant, M. Foisy et moi, nous étions assis ensemble et puis, sachant que j'étais un amoureux du cinéma, on avait regardé pour une passation de cinéma, mais je venais d'acheter une belle école de communication. La bouchée est un peu moins grosse aussi, il faut le dire, mais je ne voulais pas tout avoir, mais j'avais vraiment une crainte sur le prochain propriétaire parce que c'est un beau cinéma, je le raconte souvent. Mon bureau est situé à 400 mètres de votre compétiteur, mais je parcours quand même des kilomètres pour aller au centre-ville parce que j'aime ça être assis là. J'aime le cinéma, l'architecture, ce que vous en avez fait et surtout votre programmation. Et je vois Francis qui fait oui de la tête. Puis, on se croise dans le stationnement à l'occasion de la Maison du cinéma, donc je sais qu'il fréquente. Je vais tout de suite le présenter d'ailleurs. Francis Demers, président des productions Francis Demers. Et que font les productions Francis Demers? En fait, beaucoup de choses. Francis, est chanteur, gérant du Rodeo Drive Country Band, de ton propre groupe. Vous tournez partout. Je vous vois dans énormément d'événements et partout au Québec et même à l'extérieur aussi. Ben, c'est principalement au Québec. On est en train d'essayer de développer l'Ontario, les Maritimes en ce moment. Aux États-Unis, c'est plus compliqué avec les visas, les permis, toutes ces choses-là. Donc, on s'aventure moins. Mais au Québec, là, je te dirais que dans les 3 ou 4 dernières années, on doit avoir fait environ 150 spectacles, là, un petit peu partout, là, de l'Abitibi à la Gaspésie, en passant par le Saguenay, Montréal et un peu partout. Tu es également un gars d'événements parce que tu as assuré la direction de la Fête du Canada de Sherbrooke. Oui. Directeur artistique également de la Fête des vendanges Magog Offord. Et on a des internautes de partout au Québec et ils connaissent cet événement-là parce que c'est un attrait touristique incroyable pour la région. Bien, c'est le plus gros rassemblement gourmand extérieur au Québec. Alors voilà, on voit des gens d'un peu partout, donc ça ne sera pas inconnu. Et avant le confinement, dans l'année 2019-2020, tu étais sur toute une lancée parce que tu pouvais même te produire avec le House Band au Centre Bell pendant les rencontres du Canadien. Alors les gens, vous accueilliez les spectateurs et vous animiez les entr'actes également, les 2 premiers entr'actes. Exactement. Alors, c'était... Avant que tout ça se produise, c'était une belle année pour toi et pour tout ce que tu mettais en place depuis des années déjà. Absolument. Moi, j'ai travaillé pendant presque 10 ans dans ce qu'on appelle l'univers du corpo, le corporatif, donc les parties de bureau, les congrès, les fondations, les levées de fonds, les mariages et compagnie. J'ai fait ça 10 ans. Et il y a environ 4 ans, j'ai vraiment décidé de prendre la tournure vers les festivals, de me diriger vraiment vers la direction artistique de festivals, de laisser le corpo. Et c'est une très bonne décision qui m'a très bien servi. Depuis que j'ai fait ça, j'ai effectivement eu la Fête du Canada, le Rodeo d'Ayers-Cliff, la Fête des vendanges où j'étais déjà. Je fais la direction artistique du OMG, le restaurant aussi. Puis tout ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de temps pour moi, pour ma bébite artistique que j'appelle, et de pouvoir recommencer à faire plus de spectacles avec un micro dans les mains. T'sais. Ce que je faisais de moins en moins avant, où j'étais devenu plus un organisateur. Puis là, ça m'a permis de récupérer beaucoup de temps pour faire plus de spectacles. Puis c'est là que Rodeo Drive a explosé, que le House Band, que toutes ces choses-là ont pu... Vraiment, puis tu es une bête de scène. Moi, je t'ai vu te produire, entre autres, mon Festival des traditions du monde dans le Chac d'Amérique. C'est un méga party, c'est très, très festif. Vous avez du plaisir et les spectateurs ont énormément de plaisir. Le country a la cote hein, depuis plusieurs années. Ça a toujours eu la cote, mais on était un peu hypocrite. On disait pas qu'on écoutait du country. Maintenant, tout le monde le dit, tout le monde va en chanter, mais vraiment, j'ai l'impression que tu as trouvé le bon fauteuil. Bien, c'est qu'au Québec, on est un microcosmos un peu particulier. C'est le seul endroit au monde où, au Québec, on est obligé de spécifier qu'on écoute du country américain. Parce qu'ici, on a également ce qu'on appelle le western, qui est un courant qui se rapproche du country, qui est un petit peu différent, mais qui n'est pas tout à fait la même chose.
Et au Québec, les gens pensent qu'ils ont un petit peu de misère à différencier les deux, et avec raison, parce que c'est très près là, comme famille. Mais moi, je donne souvent l'exemple que c'est un peu comme Elvis Presley puis Guns N' Roses, c'est du rock dans les deux cas, mais c'est pas le même rock. Puis c'est pas orienté vers le même public. Donc, c'est un peu ça. Puis le country américain, de nos jours, est très rock, très pop, très dynamique, très jeune, très enjoué, tout ça. Donc, ça a pris une tournure qui attire beaucoup les jeunes. Effectivement, et pour être allé également, on va recevoir bientôt Marie-Pierre Verret qui donne des cours de danse country. À ma grande surprise, je pensais que ça allait être des 50 ans et plus, les participants, et c'est pas du tout ça. Il y en a, mais il y a beaucoup de gens dans la trentaine et j'ai été fasciné de ça. Alors, on voit que c'est un courant qui plaît énormément aux jeunes. Je veux qu'on entre dans le vif du sujet parce que la semaine dernière, je recevais des joueurs de hockey, entraîneurs qui s'en allaient en série éliminatoire lorsque le confinement est arrivé. Et l'image que je donnais, c'est comme si on vous mettait un morceau de gâteau au chocolat dans la bouche, puis on l'enlevait juste avant que vous refermiez la bouche. Dans votre cas, Karen Hansen, à la Maison du cinéma, vous aviez eu des mois un peu rock and roll dans le sens où il y a eu beaucoup de travaux au centre-ville de Sherbrooke dans les mois qui ont précédé la fermeture et vous avez eu un appui incroyable de la part de vos clients qui continuaient à être au rendez-vous, même si la moitié de votre stationnement est amputé. Il fallait quasiment chevaucher des tas de terre pour se rendre au cinéma. Mais les gens étaient là. Ça a été une situation difficile pour vous. Là, on est en train de mettre ça derrière vous. Voilà qu'arrive le confinement. Le 12 mars, vous étiez ouvert. Le 14 mars, je pense que vous aviez l'avant-première du film Les Nôtres ou une projection en compagnie des réalisatrices comédiens. Et là, le 17 mars, des membres de ma famille, on est entrés voir un film. En sortant, il y avait des barrières. Là, on a assisté à la dernière représentation. Vous avez été dans le monde du divertissement, parmi les derniers, là, à un moment donné, le premier ministre a dit « OK, là, les cinémas, on vous avait donné un sursis, mais on vous l'a enlevé. » Oui, oui. On était exclus et rapidement inclus dans le confinement. On a fait la dernière représentation, si je ne me trompe pas, celle de 13 heures à 15 heures, c'était terminé. On fermait le cinéma et tous les cinémas au Québec faisaient la même chose. Il restait, je dirais, un cinéma au Nouveau-Brunswick qui pensait que la semaine suivante, il pourrait rester ouvert et finalement, le Québec, incluant le Nouveau-Brunswick, tout le monde était fermé. Tout le monde avait la même règle. Je veux préciser que pour avoir assisté à une représentation le 16 mars, chez vous, il y avait des mesures qui avaient été adoptées. Ça sentait l'eau de Javel presque. Ça sentait le propre chez vous. J'avais fait une publication pour dire, mon Dieu, dans les salles, tout est impeccable. Il y avait une espèce de distanciation également. Tu sais, on sentait que les gens, commençaient. Donc, vous aviez pris des mesures. Ça vous a fait quoi d'être obligé de fermer à ce moment-là? Mais on avait pris les mesures, comme vous dites, là, on avait toutes les préposés avaient leurs petites bouteilles. Oui, les mesures de distanciation, on avait commencé ça. On voulait continuer ça. On voyait que ça pouvait être possible. Mais quand on a dit c'est fermé, là, il n'y avait pas d'option. C'était la santé et la sécurité de nos employés, évidemment de tous nos clients qui étaient priorité. Alors, c'était fermé, puis il n'y avait juste pas d'option et pas de discussion. Alors, on a fait comme il fallait pour nos employés. On a été en communication, on les a accompagnés dans ça. Et puis, on est en communication constante. Maintenant, c'est moins fréquent, mais au début, les premières journées, les premières semaines, là, on les a vraiment accompagnés. Parle-moi. S'assurer que tout le monde était bien. Excusez. Effectivement, mais parle-moi du moment où vous avez dû rendre à l'évidence qu'il va falloir mettre à pied les gens parce qu'on ne peut pas les garder. Et je ne sais pas, pour avoir été en contact dans les jours qui ont suivi et avoir parlé à beaucoup d'employeurs, c'est probablement l'étape la plus difficile, ça. C'était avec beaucoup d'émotion qu'on faisait ça. Mais en effet, il n'y avait pas d'option pour personne et tout le monde comprenait
Tout le monde était d'accord, tout le monde a accepté et on dit que, ben, ils nous écrivent encore à tous les jours là, qu'ils ont hâte de revenir, ils ont hâte de voir, tu sais, comment ça se passe, mais tout le monde comprend, tout le monde est conscient, puis on a été prudents et là, ils sont tous reconnaissants aussi. Bien, de toute façon, la Maison du cinéma, j'ai toujours été fasciné par le très faible roulement de personnel. Là. Les gens qui quittent les employés, c'est parce qu'à un moment donné, ils vont sur le marché du travail, mais si vous pouviez les engager à la maternelle, je pense qu'ils rentreraient là puis ils sortiraient à l'université. Là. Mais il semble qu'on voit toujours les mêmes visages, des gens qui sont très heureux de travailler chez vous. Alors, c'est sûr qu'ils ont probablement hâte. Et aller travailler ailleurs, c'est pas tellement une option dans le sens où le ailleurs est fermé aussi. Là. C'est la même chose, mais les jeunes, les employés, là, nos jeunes, ils travaillent avec nous, ils arrivent au cégep, puis ils quittent à la fin de leur université. On a eu le premier grand roulement. Nous, on est là depuis presque 9 ans maintenant. Et puis, le premier grand roulement, là, ça a été l'année dernière parce que ça faisait entre 6, 7 et 8 ans que les jeunes étaient là. On a beaucoup de nouveaux, mais on est attachés aux nouveaux aussi. Mais ça s'est fait assez rapidement. Là. Les nouveaux ont été embauchés, puis là, ben, tout le monde est en pause. Mais on les attend. On attend et voilà. Francis, dans ton cas, il se passait quoi avant le confinement? Parce que dans ton cas, ça s'est un peu fait par étapes. Il y avait toujours l'espoir de participer à des festivals, des événements. Et là, tout s'est mis à dégringoler ou les portes se sont fermées là, au fil des dernières semaines. Absolument. Puis, je tiens à dire que pendant que Karen est là, que tu sais, comme toi, la musique, c'est important dans ma vie, mais le cinéma, c'est encore plus important. Puis, pour moi, la maison du cinéma, c'est mon église. C'est l'endroit où je vais me reposer, où je vais me ressourcer, où je vais recharger mes batteries. C'est probablement l'endroit à Sherbrooke que j'aime le plus. Puis, je vous remercie de ce que vous faites avec ça. C'est génial. Mais tout ça pour dire que oui, au début, je prenais ça avec un grain de sel. Tu sais, je me disais, bon, c'est sûr que la première chose qui m'a mis vraiment l'alerte, ça a été quand la NBA a cancellé sa saison. Là, ça a fait comme, oh, un instant. Une organisation de l'ampleur de la Ligue de basketball, de la Ligue nationale de basketball qui décide de tirer la plug. Exactement. Puis là, évidemment, la Ligue nationale de hockey, les autres grosses ligues ont suivi les annonces du Canadien. Puis ma programmation du OMG roulait bien. Les jeudis soirs, les gens étaient présents. On avait une super belle programmation à venir. Là, quand ils ont annoncé 250 personnes, on s'est dit, bon, on est correct. T'sais. Après ça, ça a tombé à 100 personnes. Puis là, tranquillement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas aller à l'encontre de ça. Puis avec raison, on voit les résultats aujourd'hui. Puis on est très à l'écoute des gens, puis on donne évidemment nos sympathies à tous les gens qui sont touchés à ça, puis on comprend tout ce qui se passe. Mais les festivals pour cet été, je crois que c'est malheureusement pas une option. Là. La Fête du Canada, entre autres, puis tous les événements, je pense à la Fête du Lac, beaucoup d'événements qui ont déjà annulé. Là. Parce que dans ton cas, tu sais, un humoriste ou un chanteur qui a une tournée a reporté des spectacles. J'avais acheté, j'ai des billets pour Michel Rivard, pour Claude Dubois, mais c'est reporté. Dans votre cas, c'est annulé. Les festivals sont carrément annulés pour l'année 2020, pour la saison estivale 2020. Ça va aller en 2021. Tu es un travailleur autonome. Je ne veux pas que parler d'argent, mais là, tu passes on planifie notre été à on demande l'aide du gouvernement. En tout cas, ça a été mon cas. Est-ce que ça a été la même chose pour toi? Absolument. Puis moi, j'ai des musiciens, des artistes, j'en ai plein autour de moi. Puis c'est pas évident, c'est pas facile parce que pour eux, c'est du cas par cas. C'est un spectacle, une paye. Il n'y a pas de contrat, de compensation possible ou de choses prévues à ce niveau-là. Eux autres sont engagés, ils sont là à telle date, ils sont payés. Donc, quand il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de paye carrément. Donc, c'est le néant. Pour eux, c'est le néant et je ne pense pas qu'on retrouve une vitesse de croisière assez importante en 2020. Même à l'automne, même à l'hiver. Moi, je suis déjà en 2021 là, parce que les gens ne vont pas recommencer à sortir aussi rapidement, à mon avis. Alors, toi, tu penses que, mettons, une salle, je donne l'exemple du Vieux Clocher, puis ça peut être la Granada également, où il y a beaucoup de spectacles déjà planifiés pour l'automne. Toi, tu penses que
va prendre un certain temps. D'abord, on n'a pas la réponse de la santé publique, là, ça c'est une chose, mais même lorsqu'il y aura l'accord, psychologiquement, tu penses quoi là, des spectateurs pour ces spectacles-là? Ben, j'ai des doutes. Puis, tu sais, le 31 août étant la première date limite qu'ils ont vraiment officiellement annoncée, ça veut dire que c'est leur premier test. Puis pour l'instant, j'ai l'impression que la courbe s'en va en montant et non en diminuant. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont reporter le 31 août encore plus loin. Puis je m'attends à une certaine période tampon où les gens, il va y avoir deux cas de figure. Soit les gens vont s'être tellement ennuyés qu'ils vont se garrocher littéralement dans les salles de spectacle, ou bien ils vont encore être un peu, pas peureux, mais ils vont avoir peur d'y aller trop vite. Ils vont attendre de voir comment ça se passe avant et tout ça. Donc, je m'attends à ce que 2020 soit très, très, très difficile. Une année oubliée, en tout cas, pour les entrées d'argent, ça c'est clair. Et l'entrée d'argent, pas seulement ça, puis en plus, dans votre cas, je te suis sur Facebook, je vois que tu chantes des chansons tous les jours. C'est le cas d'énormément d'artistes qui animent les Québécois. Et c'est vrai aussi partout dans le monde. Mais là, vous faites ça gratuitement, il va y avoir une limite aussi à ça à un moment donné, là. Absolument. Puis, tu sais, malgré qu'il y a des gens qui commencent tranquillement à essayer de trouver des façons de monétiser ça, de peut-être faire payer les gens pour des spectacles, ça ne pourra jamais compenser. Moi, ce que je trouve positif dans la situation actuelle, c'est que, à ma connaissance, moi, je fais ça depuis 15 ans, puis à ma connaissance, c'est la première fois où on a les deux paliers de gouvernement qui disent concrètement et de façon importante que l'événementiel, le milieu artistique, les artistes et les spectacles, les festivals et tout ça, qui le nomment comme étant une industrie importante, une industrie qu'il faut préserver, une industrie qu'on veut aider, une industrie qui est à l'avant-plan, puis qui est reconnue comme peut-être une de celles qui est le plus touchée en ce moment. Fait que ça me fait un peu de bien de voir que ce milieu-là est finalement reconnu à juste titre par les gouvernements. Puis moi, à mon avis, je trouve que les gouvernements nous aident bien. Ils cherchent des solutions. Déjà, le programme d'urgence du Canada, c'est pas tant que ça, mais c'est déjà beaucoup. Puis ça va aider énormément de gens. Mais je pense qu'ils vont réinvestir beaucoup dans la culture l'année prochaine. Et même cette année, il y a déjà des ministères qui ont annoncé que probablement les subventions seraient maintenues pour les événements, ce qui fait qu'il y a peut-être plusieurs artistes qui vont être payés quand même et que cet argent-là, s'il est bien géré, va pouvoir amener à des meilleures programmations 2021 puis essayer de remonter ça l'année prochaine. On va le souhaiter. En tout cas, toute votre générosité n'est pas étrangère à ça. Je pense que là, les gens vont se manifester. Il va y avoir également un choix du public. De votre côté, Karen, ça va probablement être différent dans l'industrie du cinéma parce qu'on lisait il y a quelques heures à peine que vous êtes déjà, quand je dis vous, c'est l'industrie, est en discussion et avec la ministre de la Culture, mais surtout la direction de la santé publique pour amener un retour. Et là, je vis tellement d'espoir dans ce cas-là aussi. Francis, probablement aussi. Je ne sais pas si on va avoir de l'argent pour y aller, mais je vais vendre des bouteilles vides s'il faut pour aller voir un film. Mais il y a des discussions. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vous aviez déjà certaines mesures. Regardez-vous ce qui se fait dans d'autres pays où je vois des X sur des bancs. Alors, peut-être des rangées de distance, des bancs de distance également. C'est sûr que oui, on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, aux États-Unis aussi, qu'est-ce qu'ils font, à faire, à ne pas faire. On travaille avec des gens qui sont dans le milieu, on va dire, sanitaire. Et puis, on voit aussi avec eux comment on peut prévoir cette relance-là. On veut que les gens ils se sentent en sécurité de revenir au cinéma, mais oui, il y a la distance, les sièges, les rangées, des X ou pas, mais c'est sûr qu'il faut prévoir ça, nettoyer les salles avant, nettoyer les salles après. Il va y avoir plein de mesures qui seront prises, puis il faut quand même, c'est sûr, attendre le OK de la santé publique, mais il faut aussi les convaincre qu'on est prêt et quelles sont les mesures que nous, on est prêt à prendre.
Et si, oui, Oui. voilà, parce que vous pouvez parvenir à les convaincre. Moi, je pense que ça va se faire, mais ça va engendrer quand même énormément de coûts supplémentaires dans vos cas, parce que vous parlez de nettoyage, vous parlez, tu sais, de personnel, vous allez devoir négocier avec les spectateurs. La bonne nouvelle dans votre cas, il y a une espèce de ratio, une règle du 80-20 qui dit, ben, il y a un noyau important de 20 de vrais amateurs du cinéma qui assure presque 80 des revenus d'un cinéma. Moi, je suis allé 50-60 fois dans la dernière année. Tu sais, je suis un fan fini. Il y en a d'autres comme ça. D'ailleurs, j'ai des questions qui me proviennent d'une page Facebook d'amateurs de cinéma. Je leur ai dit qu'on allait se parler et ils avaient tout de suite des questions. Il y a un intérêt. Sentez-vous le désir chez les amateurs de cinéma de vouloir revenir assez rapidement? Ah oui, certainement. On a beaucoup de questions. On a notre page Facebook. Les gens, ils sont curieux. Ils veulent savoir quand. Mais je crois que les gens vont être quand même, je vais dire, frileux à l'idée de se retrouver en groupe. Trop de personnes à la fois. Mais comme vous connaissez la Maison du cinéma, on a cette possibilité-là d'offrir. On n'a pas à ouvrir 16 films, mais on peut quand même ouvrir 16 salles. Et puis là, distancer les gens et puis offrir différents genres de programmation. Alors, tu sais, je vais vous donner un exemple qui est très grand public, ce qui est moins mon répertoire, mais celui-là, je vais aller le voir. On prévoyait fin juin la sortie de Top Gun 2. Alors ça sera un gros canon. Est-ce que à ce moment-là, vous pourriez le présenter dans 2 salles? Certainement que ça c'est sûr que ça se ferait comme ça. Top Gun 2, malheureusement, est déplacé à une date un petit peu plus lointaine que juin. Mais on pourra faire ça pour plusieurs films, avoir le même film dans 2, 3, 4 salles, dépendamment du film. On pourra avoir des rétrospectives, on pourra avoir Festival de l'humour, Festival québécois. On pourra faire différentes façons, différentes programmations, mais il va falloir être créatif. On sait que plusieurs distributeurs américains se sont déplacés vers l'automne. Oui. Alors, on va travailler fort avec notre produit québécois. Dans votre cas, avez-vous eu, et ça c'est une question qui me provient de Marc-Antoine Tanguay de la page La Passion du film, avez-vous eu des subventions, des aides pour vous permettre de passer à travers? Parce que une bâtisse comme la Maison du cinéma, c'est immense. J'ose même pas imaginer le compte de taxes. Et vous avez acheté également un cinéma à Rimouski qui se trouve dans le centre d'achat. On connaît le prix des loyers dans les centres d'achat. Ça doit être, il y a des coûts fixes à rencontrer, là. Il y a des coûts fixes, il y a des ententes avec les propriétaires, il y a des ententes différentes aux 2 endroits. On est en discussion, en négociation constante. On peut dire qu'il y a beaucoup d'inconnus à cette date-ci, mais les gens avec qui on travaille et à Rimouski et à Sherbrooke, on a beaucoup d'appui. On nous demande également s'il va y avoir un impact, ce confinement-là, sur le prix du billet d'entrée, sur le prix du comptoir alimentaire, le popcorn, boissons gazeuses, etc. Il y a une inquiétude du côté des internautes là-dessus. Mais ça ne fait pas du tout partie de nos, comment je dis, je cherche le mot, là, nos concerns. Là, non, je pourrais dire non. Je ne vois pas de changement à ce niveau-là, ni du prix d'admission, ni du prix de concession. Là. Excellent. Donc, ça sera ailleurs. C'est sûr, comme vous dites, c'est pas une année à oublier, mais c'est sûr qu'il y aura... Ça ne sera pas une année record. Non, évidemment, ce ne sera pas, mais ça sera une année facile à battre, en tout cas, au box-office. Oui, exactement. On me demande également, c'est une bonne question, est-ce que vous êtes un peu dépendant, les distributeurs, les diffuseurs du marché américain? Plusieurs grandes productions ont décidé de reporter. Vous parliez peut-être de thématiques, de classiques, etc., mais vous avez un peu les mains attachées par les producteurs.
Absolument. Les distributeurs de films américains qui ont déplacé leurs films, ça avait commencé avant le confinement avec le James Bond. À cause un Lui, peu du marché asiatique, hein, je il s'est crois. déjà déplacé, alors les autres ont suivi dans ce sens-là. Alors, puis tout le monde se déplace vers octobre, novembre, mais il va y avoir beaucoup de trafic à ces dates-là. Et puis là, ben, on veut que notre produit québécois, ben, il se trouve sa place, lui, d'ici là. Alors, on aura du beau produit pour vous quand même. Vous assurez la distribution des films dans les cinémas indépendants au Québec. Je fais un parallèle avec le marché de la restauration où on dit que plusieurs restaurants ne réouvriront pas. Là. Si on est un peu lucide, on le sait. Il y aura un pourcentage. Dans le cas des cinémas, sans nommer qui que ce soit, mais est-ce qu'avec votre œil de distributeur, vous êtes capable de dire certains ne passeront pas à travers ça? Moi, je pourrais dire, pour avoir parlé à la majorité de tous nos clients qui ont les cinémas indépendants au Québec, eux sont prêts à la relance et ils ont hâte de repartir. Donc, je ne vois pas comme ça là, de dire « Ah, lui, ne passera pas à travers. » Je ne dis pas que ça sera facile. Comme je dis, on sera créatif avec eux. Plusieurs des cinémas en région, ils ont une salle, 2 salles, 3 salles. Alors, peut-être qu'on roulera sur seulement une au lieu de 2, seulement 2 au lieu de 3 pour une période. Mais je pense que tout le monde réussira à passer au travers. Je sais, bien, en fait, vous êtes probablement une des industries au Québec et partout dans le monde dont on a prédit la mort le plus souvent. Quand les magnétoscopes sont sortis, on disait c'est fini, les gens n'iront plus au cinéma. Il y a eu les cinémas maison, les clubs vidéo. Aujourd'hui, il n'y a plus de clubs vidéo, mais les cinémas ont traversé ces tempêtes-là. Est-ce que cette fois-là, encore une fois, parce que là, vous dites que les gens sont prêts à réouvrir, vous allez encore vraiment passer à travers cette tempête-là? Certainement. Puis le dinosaure de Fournier, hier encore, là, dans son journal de Guy Montréal. Fournier, dans le Journal de Montréal. Je n'ai pas lu le dernier article, mais lui, il disait c'est terminé les cinémas. Et quand j'ai lu ça, j'avais un sourire en disant, mon Dieu, que ça a été prédit tellement de fois. Mais c'est la même chose. Lui, c'est un cinéaste. J'ai de la misère à comprendre qu'il dise des choses pareilles. Mais oui, en effet, il y a presque 15 ans, j'ai assisté à une convention et puis je prenais des notes parce que là, c'était la sortie DVD, vidéo, puis c'était notre fin, puis il fallait trouver. Puis... Mais on est passé à travers et c'est une sortie en salle. C'est une sortie d'un film en salle. C'est pas dans son salon. Alors, les gens, ils veulent cette sortie-là, un film dans le noir, à l'écran géant. C'est la magie du cinéma, puis ça ne changera pas. Il y a des films qui ne se regardent pas, même avec un bon cinéma maison. Il faut aller voir ça. Moi, je me souviens là, dans la dernière année, Ford contre Ferrari, entre autres, où j'ai amené mon père voir ça, qui ne va jamais au cinéma, mais qui est cette génération des Ford Mustang, Ford Shelby. Et lui, il a été complètement renversé. Mais ça n'a pas le même impact si tu vois ça seulement au petit écran chez vous, là. C'est sûr que non. Est-ce qu'il n'y a pas le danger, par contre, et ça, c'est une question d'un autre internaute de la page de la passion du film, Maxime Dermineur, qui dit « Pensez-vous qu'après la crise, beaucoup de films sortiront en VOD là, directement? Parce qu'il y a le phénomène Netflix. Moi, je me souviens du film Irishman qui a fait beaucoup parler, mais qui n'est pas sorti au cinéma ou dans quelques salles, juste pour dire qu'il pouvait concourir aux Oscars, par exemple. Est-ce que ce phénomène-là ne va pas avoir tendance à s'accentuer? Mais peut-être que ces films-là, justement, ne méritent pas la salle. Alors, si ça joue à la télé, ben, ça joue à la télé. OK, ils sont sur Netflix, mais effectivement, et là, beaucoup de gens sont rivés au réseau à la carte parce que c'est tout ce qu'ils ont présentement. Mais j'ai une autre question. Tu sais, à un moment donné, il y a quelques années, tous les cinémas ont dû convertir avec des projecteurs numériques, ce qui coûtait pratiquement 100 000 par projecteur au départ. Est-ce que ça vous a fait plus mal en termes d'impact que la crise actuelle? Ça, je pourrais pas maintenant quantifier, mais c'est sûr que ce virage numérique-là
C'était mondial et il n'y avait pas d'option. Alors, un cinéma qui voulait continuer à opérer, il n'y avait plus de pellicule. Il fallait absolument qu'il se convertisse. Il n'y avait pas le choix. Et là, est-ce que Et c'est pas là qu'il y a eu un ménage dans les salles de cinéma, dans les cinémas, les cinéparcs, entre autres? Moi, je me souviens pour avoir participé à la relance du cinéparc Offord, où le monsieur avait décidé de fermer. Et là, 1 an fermé, puis après ça, réouvert avec beaucoup de succès. Là. Mais est-ce que c'est le vrai exactement ça. ménage s'est pas fait là? Je pense que les gens, au numérique, tout le monde a eu peur. Évidemment, tout le monde a eu très peur. D'un, c'était très dispendieux et je dirais que les cinémas en région, ils ont mis leur bas de laine pour pouvoir ouvrir. Et encore là, on avait prédit que plusieurs n'allaient pas ouvrir. Et à notre surprise même, là, les cinémas en région ont tous ouvert. Ah oui? On n'a pas fermé de cinéma en région. Le cinéparc Offord a fermé pour 1 an parce qu'on pensait que peut-être que c'était pas possible ces équipements-là numériques l'hiver. Et finalement, tout est possible pour dire que le cinéparc Offord et tous les autres cinéparcs au Québec fonctionnent encore et au Nouveau-Brunswick aussi. Fait que Ben là, c'est ça. on a appris la fermeture du cinéparc de Boucherville. Vous étiez déjà au courant parce que la décision avait été prise, mais là, il n'en reste plus beaucoup. Mais pour celui d'Offord, j'avais travaillé vraiment fort, je voulais que ça ouvre. Et il y a certains soirs où ils ont même refusé des gens. Les cinéparcs, on parlait de les réouvrir, eux, peut-être avant. Comment vous voyez ça? Je sais que vous n'êtes pas propriétaire d'un cinéparc, mais celui d'Offord appartient à des propriétaires de salles de cinéma maintenant. Oui. Oui, c'est sûr que les cinéparcs, j'ai quelques clients cinéparcs qui aimeraient ouvrir maintenant. On n'a pas le OK. On ne peut pas encore ouvrir. Est-ce que c'est une possibilité, tu sais, d'avoir 4 personnes de la même adresse dans une voiture? Eh mon Dieu, je pense au contrôle que ça va nécessiter. Quel cauchemar, hein? Tu sais, de ne pas ouvrir le comptoir friandises à l'intérieur et que tout le monde amène leurs choses, comme beaucoup de gens font déjà, mais qui veut prendre ce risque-là? Pour la santé des gens, ça ne vaut pas le coup. On en est là. Ben, on aimerait, mais... Je me tourne vers Francis, qui est un utilisateur. Je ne sais pas si c'était là au cinéparc, mais un des avantages dans le happening, c'est les jeux gonflables pour les enfants. Je sais que tu as une jeune fille. Tu sais, comment dire aux enfants, vous ne pouvez pas aller là? J'essaie de voir, bon, pour les jeunes couples qui viennent d'avoir leur permis de conduire, rester dans l'auto, ce ne sera pas une corvée, là. Mais dans le cas des familles, c'est un loisir très familial maintenant parce que pour 25 pratiquement, on peut se payer une soirée. Toi, comment tu vois ça comme consommateur? Écoute, pour les jeunes couples, je pense que le gros défi, ce sera de désembuer les vitres. Mais moi, je peux vous dire que ma fille de 7 ans attendait vraiment avec beaucoup d'impatience la sortie de Troll 2. Elle connaissait la date, elle savait exactement quand Mulan sortait. Puis, tu sais, fait que c'est sûr qu'elle, elle comprend, mais elle a hâte, là, elle a vraiment hâte. Puis, pour revenir à ce que vous disiez tantôt, je pense qu'il y a des films comme Avatar, la continuation de la série qui va venir bientôt, les Star Wars, les Marvel, les Infinity War et compagnie. Il faut voir ça au cinéma parce que c'est une expérience, c'est une immersion à l'extérieur de chez nous où on oublie complètement où on est, qu'est-ce qu'on fait. Je pense que ça ne pourra jamais être accoté par n'importe quel cinéma maison chez nous, là. C'est l'événement et c'est encore un loisir qui est à bas prix. Tu sais, moi, je paraphrase. Surtout à la maison du cinéma. Surtout à la maison du cinéma où la bouffe est à peu près 30 moins chère. Bien, moi, je l'ai dit souvent. Et M. Foisy, l'ancien propriétaire, m'avait dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. C'est que lorsque tu as un loisir, tu offres un loisir que les gens peuvent se payer avec 1 heure de travail, tu ne peux pas vraiment te tromper. Et c'est vrai que ça devient une belle sortie. Je regardais dans le temps des fêtes. Nous, on y va en famille. On est parfois 3 et même 4 générations à assister au même film. J'ai un petit-fils de 3 ans qui a la même piqûre que les autres, là. Mais ça, c'est intéressant. Francis, dans ton cas, spectacle, comment on se prépare pour l'après? Parce que je comprends, je te vois chanter tous les jours sur les réseaux sociaux. On se garde en forme au niveau de la voix, au niveau du répertoire, mais
est-ce que tu développes des projets pour la suite? Est-ce que tu penses à ce sera quoi les productions Francis Demers pour le futur ou si c'est difficile de prévoir des choses? À court terme, je te dirais que le premier client qui me vient en tête, c'est le Canadien de Montréal. C'est sûr que j'aimerais beaucoup que la saison 2020-2021 reprenne éventuellement à l'automne pour pouvoir recommencer les samedis fanatiques là-bas. On verra. Mais comme je disais, pour les festivals, ce qui est important à comprendre, ce qui est la différence avec le milieu du cinéma, c'est que pour l'organisation d'un festival, je prends exemple la Fête des Vendanges où on travaille à l'année pour un événement, donc 5 jours de festival. Et un des gros facteurs qui fait que ça passe ou ça casse, c'est les commanditaires. Si on n'a pas de commanditaires, il n'y a pas de festival. Ou en tout cas, il n'y a pas de rentabilité possible. Donc, en ce moment, il y a tu viens de toucher un aspect dont on n'avait pas parlé, mais dans ton cas, dans le cas de ces événements-là, ben oui, les bras sont là, il y a tout le temps une armée de bénévoles, puis on les salue. Mais là, les commanditaires, est-ce qu'ils vont être au rendez-vous? Ce qui n'est pas institutionnel, ce qui n'est pas gouvernement du Québec, va être assez difficile. Hein? On ne peut pas leur demander, logiquement, de débourser de l'argent qu'ils n'ont pas. Puis c'est comprenable. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait suffisamment de commanditaires, donc probablement pas suffisamment de fonds disponibles pour faire l'événement. Puis là, ben, il y a plusieurs possibilités. On peut faire des événements plus petits, on peut les modifier, mais à ce moment-là, est-ce que c'est mieux de sauter une année dans un contexte où les gens sont un peu faits à l'idée que ça va arriver ou on leur propose un produit moins de qualité, moins important, moins gros, où ils vont peut-être être déçus et pas revenir l'année prochaine? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Puis je pense que c'est indépendamment pour chaque événement. Je pense au plus gros festival au Québec, ou à peu près, qui est Saint-Tite, qui a déjà annoncé qu'il n'y en aurait pas en 2020. Je pense que moi, j'aime mieux sauter une année que d'aller voir le déclin de quelque chose que j'aime. Je sais pas si d'avoir un sous-produit, en fait. Exactement. Puis, comme je disais tantôt, la possibilité de peut-être épargner ou ramasser un bon bas de laine pour 2021, repartir en force et s'assurer que les festivals puissent offrir un produit de qualité et non pas vider toutes les économies qu'ils ont fait dans les dernières années pour arriver l'année prochaine avec un produit moins attirant pour la clientèle. Je pense que moi, c'est la bonne stratégie pour repartir en force l'industrie. Est-ce que le moral est en montagne russe? Parfois, lorsqu'on pense à l'après, je commençais avec Karen, qui un milieu peut-être plus stable que l'événementiel parce que vous êtes là, les 16 salles de la Maison du cinéma ne sont pas parties. Même chose pour le Lido. Mais je demandais à Francis s'il y avait des projets d'avenir. Dans votre cas, le cinéma que vous avez acheté à Rimouski, vous aviez des projets d'agrandissement, de rénovation. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de dire, bien, là, on pourrait les faire, mais là, l'argent n'est pas là nécessairement? C'est ça. Mais c'est prévu, ces projets-là, on veut les faire quand même. Mais c'est vrai que ça serait le temps maintenant parce que le cinéma est fermé. Mais on ne peut pas. Mais c'est reporté dans le temps, mais ça sera fait. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, j'achète un billet de l'Automax, on va régler ça. Vendredi soir, c'est là que ça se règle. Dans ton cas, Francis, moralement, parce que oui, vous êtes beaucoup d'artistes, tout le monde ne gagnait pas déjà bien sa vie. Toi, dans ton cas, tu étais sur une belle lancée depuis quelques années parce qu'on te voyait partout, tu avais trouvé le bon créneau. Comment tu entrevois, évidemment, l'après? Qu'est-ce qui va changer tant que ça? Peut-être l'anxiété des spectateurs, puis d'un autre côté, les gens vont avoir besoin de se revoir et de participer à des événements? Je pense que c'est un peu le même principe qu'on disait tantôt pour le cinéma, c'est que c'est une expérience, une immersion dans un univers avec un artiste et non pas juste avec une télévision. Je pense que les gens vont continuer de vouloir voir les artistes, entendre les histoires puis connaître la vibe de la personne et non pas juste ce qu'il peut mettre sur un disque ou sur un DVD. Donc, je pense que les gens vont être de retour. Mais je pense que ça va être une révolution dans
à peu près tous les domaines. Puis je crois que dans le monde du spectacle, au niveau de l'hygiène, au niveau de la façon dont on compartimente les gens, de la façon dont excusez le terme, mais on les entrepose dans un espace X, je pense qu'il va falloir y penser. Je pense qu'il va falloir pousser plus loin quelque chose qui était déjà très promu par les différents gouvernements et les municipalités, c'est-à-dire l'éco-responsabilité, Oui. pour s'assurer que les gens se sentent en sécurité, se sentent bien encadrés dans ces événements-là. Et je pense que si ça se fait bien, les gens vont être au rendez-vous. Alors, tu prévois peut-être des spectacles plus intimistes, en tout cas pour le retour? Oui, oui, oui. Parce que là, le retour, pour moi, se fait l'hiver. Je crois que, tu sais, je parlais tantôt de corporatif, je crois que les parties de bureau vont bien fonctionner parce que les gens vont s'être ennuyés, les gens ne se seront pas vus. Les budgets seront peut-être moindres, mais je pense que les gens vont vouloir se rencontrer. Par contre, il n'y a pas beaucoup de festivals là, l'hiver. Mais au printemps et à l'été 2021, je crois que les gens vont avoir un manque. Là. Ils vont avoir envie, ils vont s'ennuyer de ça, puis ils vont y retourner. Puis je crois que les gens en ce moment, tu sais, je voyais il y a différentes opinions, mais il y a des gens sur Facebook en ce moment qui disent ouais, mais là, on voit des artistes dans leur salon, est-ce que ça tue la magie? Puis il y en a d'autres qui disent ouais, mais on voit des artistes dans leur salon, on peut vraiment euh, prendre conscience de leur talent réel et non pas d'un ordinateur, d'un autotune ou de n'importe quel programme qui peut tout améliorer et tout transformer. Certaines émissions à TVA nous font croire que les artistes font que tout ce qu'ils voient à la télé de façon aussi ça se fait par magie et c'est toujours comme ça, c'est toujours aussi de qualité. C'est pas le cas. Puis moi, je pense qu'un artiste, c'est ça, c'est une ouverture sur soi-même, c'est une façon de montrer nos faiblesses puis de dire, regarde, c'est ça que je suis. Puis moi, ma carrière est basée sur le fait que je me suis rendu compte très tôt dans ma carrière qu'à chaque fois que je me trompe sur une scène puis que je l'admets, les gens m'aiment plus. Bien, en fait, ça fait ressortir beaucoup l'authenticité. Actuellement, c'est ce qu'on voit. On le voit, puis je sais que beaucoup de gens ont une crainte en disant si je donne mon contenu, à un moment donné, pourquoi les gens paieraient? Et je ne suis pas sûr que c'est une bonne piste de réflexion dans le sens où, oui, il y a une crainte, mais on achète la personnalité des gens, on a le goût. Moi, je vois beaucoup de vidéos YouTube de mes chanteurs, chanteuses préférées, puis je suis le premier à acheter des billets, puis c'est la même chose pour les humoristes. Ouais. Combien d'humoristes on voit à des podcasts comme Sous-écoute avec Mike Ward, et c'est là qu'on les découvre également. Puis on va là, pourquoi on se déplace, pourquoi on paye des billets, pourquoi on nettoie l'auto l'hiver, puis qu'on fait garder les enfants, puis on s'investit dans un resto, puis parce qu'on veut aller plus loin, c'est parce qu'on veut connaître plus que juste la surface. T'sais. Puis je pense que en ce moment, les gens la curiosité de beaucoup de gens est piquée par ça. Puis ils veulent vraiment aller valider. Est-ce que mon feeling est vrai? Est-ce que la personne que j'ai cru comprendre à travers un écran d'ordinateur, est-ce que c'est vraiment ça dans la vraie vie? Puis moi, je trouve ça très positif. Je pense que c'est un nouveau mouvement qui va être bénéfique pour les spectacles. Et j'insiste là-dessus, pour beaucoup de petits artistes. Je pense que la mondialisation, c'est une chose. Bigger is better. Je pense qu'on est passé, on a dépassé ça. Là. Je pense que dans le milieu artistique, les gens veulent du vrai, ils veulent quelque chose de personnalisé. Je pense que ça va aider beaucoup les petits artistes. Bien, on le souhaite et moi, je vais dans ce courant-là. C'est toujours mieux de le voir positivement, de se préparer peut-être à cette éventualité-là. Karen, dans votre cas, quand les portes de vos cinémas, le vôtre et les autres cinémas vont ouvrir, est-ce que ça va se ruer comme des gens qui n'ont pas mangé depuis longtemps et qui veulent aller au buffet? Je ne suis pas certaine si les gens, comme je disais tantôt, seront plus prudents et vont y aller plus doucement. Je crois que ça va se passer sur une période de quelques mois. Ça va prendre un petit peu de temps à réhabituer les gens. Ils seront contents et ils vont venir et de semaine en semaine, il y en aura de plus en plus. Et puis quand les choses reviendront à la normale, alors les gens
ils seront là et ils seront contents d'être là aussi. Quel est le Mais prochain ça se film fera qui va tirer le plus de gens? Francis parlait d'un film pour enfants, c'est Troll 2, je pense, ou je ne sais pas. Mais... Troll 2, malheureusement, dans un sens, c'est ce qui a été mis sur les plateformes. Il était prévu en sortie. C'était un film de Universal Pictures. OK. Et puis, eux avaient des engagements, si je ne me trompe pas, avec McDonald's. Ils étaient obligés de sortir le film là. Ils ne pouvaient pas le reporter. Alors, ils ont été obligés de le mettre sur les plateformes. Mais, le film il est déjà à l'affiche sur les plateformes, mais pas en salle. mais dans le temps des fêtes, vous ressortez des films à des matinées à 4 $, des films qui n'étaient plus nécessairement en salle et les gens se ruent à chaque fois. Alors, il y a des possibilités. Et moi, je me disais toujours, moi, je suis un amateur de films de répertoire. Alors, parfois, je me ramasse devant un film français où je suis tout seul à 9h30 le soir. Je suis toujours un peu triste pour le propriétaire de la salle, mais c'est le fun. Il me manque juste la commande à distance, puis j'ai mon propre cinéma. Mais le Festival Cinéma du Monde a été annulé cette année. L'an dernier, pour des films sud-coréens qui étaient sous-titrés français, les salles étaient vraiment pleines. Les salles étaient pleines. Tous les films que je suis allé voir dans le cadre du festival, qui sont des films d'auteur, pratiquement, c'était bondé de gens. Donc, il y a toujours une clientèle. Et Sherbrooke est un milieu qui est très, très axé sur le cinéma. Absolument. Là, on a reporté, en fait, annulé notre festival pour cette année. Mais c'est ça, comme je disais tantôt, on sera créatif avec la programmation et puis on pourra faire des rétros d'anciens films, mais aussi de films qu'on avait prévu, peut-être jouer des films qu'on avait prévu garder à l'affiche après le festival. Peut-être que ça sera une possibilité de faire une programmation spéciale. Le temps de ramener les gens au cinéma, de les rassurer, puis de leur donner le goût de revenir, puis on sera là, on sera prêt, et puis ça sera fait dans les règles de l'art. Tout le monde sera bien au cinéma. J'avais le programme papier entre les mains quelques jours avant la fermeture. J'avais mis des X partout. Là. Tu sais, moi, je prends cette semaine-là de congé. Puis, vraiment, c'est un pèlerinage. Mais on vous souhaite, et Francis et Karen, que dans vos entreprises respectives, le confinement ne soit pas trop long, que ça reparte bien, que ça se fasse de la bonne façon et qu'on puisse aller vous encourager. Il faut être privé de quelque chose parfois pour se rendre compte à quel point on s'en ennuie. C'est vrai pour les spectacles de Francis, c'est vrai pour la Maison du cinéma. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous souhaite un grand succès pour la suite. Merci, Jannick. Merci, Francis. Merci, à la prochaine. Merci pour l'invitation, puis au plaisir. Au plaisir de se croiser dans le stationnement de la Maison du cinéma. Oui, oui. C'est déjà hâte au prochain. Oui, et voilà. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Bye. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Merci encore de votre présence. Je vous retrouve pour un prochain épisode de Bienvenue chez Malo.